Bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à NumPy. Dans cet épisode, nous allons manipuler pour la première fois les objets ND-Array, qui sont les objets qui vont nous permettre de faire des calculs mathématiques et de la manipulation de données. Ces objets sont issus du module NumPy, donc nous allons devoir l'importer dans notre notebook. C'est ce que l'on va faire dès maintenant. Dans cette cellule, on va écrire le mot-clé Python import, suivi du nom du module, ici NumPy. Afin de le renommer pour ne pas avoir à écrire NumPy plein de fois dans notre code, ce qui peut être rébarbatif, on va utiliser le mot-clé as, suivi du nouveau nom que l'on va donner à notre module. Nous allons l'appeler NP. C'est un petit peu une convention. Si vous voyez le code des autres développeurs et que vous voyez NP, vous savez qu'ils utilisent une méthode ou un objet issu du module NumPy. Maintenant, on peut faire CTRL-Entrée pour exécuter notre cellule, et là, ça y est, NumPy a été importé dans notre notebook. Néanmoins, pour vérifier que cela a bien fonctionné, on peut regarder la version de NumPy. Donc ici, on va faire np.__version ___ et on va exécuter notre cellule avec CTRL-Entrée. Si la version s'affiche, c'est que NumPy a bien été importé dans votre notebook. Si vous avez une erreur, c'est que NumPy n'a pas été importé. Vous pouvez constater que j'ai la version 1.20.2 de NumPy. Nous allons pouvoir instancier notre premier objet ND-Array, et en instanciant cet objet, nous allons créer un scalaire. Alors, allons-y. Je vais ici créer une variable que je vais nommer scalaire, et celle-ci sera égale à np.array, donc le module NumPy, duquel on fait appel à la méthode array. Et en paramètre de cette méthode, nous allons donner un nombre entier. Là, notre scalaire a été créé lorsque la cellule a été exécutée, et si j'affiche le scalaire ici, on voit que l'on a un array 3. Si vous n'êtes pas familier avec le mot scalaire qui est issu du domaine de l'algèbre linéaire, vous pouvez tout simplement penser à un nombre. Que ce soit un nombre réel, un nombre flottant, un nombre complexe, un scalaire, c'est un nombre. Ici, j'aurais pu mettre 3,5 et j'aurais pu mettre 3,5 plus 2j. Si vous ne connaissez pas les nombres complexes, ce n'est pas très grave, et quant à ceux qui connaissent les nombres complexes, ici en Python, pour créer la partie imaginaire, il faut utiliser le mot-clé j et non pas la variable i, qui elle sert à autre chose dans le langage Python. Pour un dernier petit exemple, on peut montrer que l'on peut instancier des nombres négatifs. Ici, j'ai écrit np.array-50, et cela nous donne un array -50. Donc, notre variable scalaire, considérez qu'elle contient un nombre. Cependant, l'objet contenant ce nombre n'est pas le même que l'objet que l'on utilise le plus souvent en Python. Regardez. Si je tape le mot-clé type et que je donne en paramètre de cette méthode type ma variable scalaire, il me dit que cet objet est un ND-Array. Cependant, si ici pour mon type, je tape -50 comme le nombre que nous avons envoyé en paramètre de la méthode array, ici, il me dit que c'est un nombre entier. Donc, ces deux nombres-là, bien que dans notre tête, ils représentent le même nombre, ils ne sont pas ici représentés en Python par le même objet. Ici, la variable scalaire, elle est représentée par un objet ND-Array, et le nombre -50 est représenté par un objet Python int. Vous allez voir, cela aura son importance plus tard. À présent que nous avons instancié un scalaire donc qui est un ND-Array de dimension 0, nous allons instancier un ND-Array de dimension 1. Un ND-Array de dimension 1, vous pouvez également l'appeler un tableau à une dimension ou un vecteur. Je vais créer la variable vecteur et je vais réutiliser la même méthode np.array. Cette fois-ci, cette méthode va prendre en paramètre une liste. Donc je vais donner une liste de nombres. Et là, quand j'exécute ma cellule, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, donc ça a fonctionné. Regardons à quoi ressemble notre vecteur. Nous avons un array avec entre parenthèses une liste. La liste est représentée entre crochets. On a un crochet ouvrant ici, un crochet fermant ici. Et de gauche à droite de chaque virgule, nous avons les éléments de notre liste. Donc là, nous avons les éléments 1, 2 et 3. Regardons le type de notre variable vecteur.
je tape le mot-clé type de Python, et entre parenthèses, je tape le nom de ma variable vecteur, j'exécute ma cellule, et nous avons un objet ndArray comme l'objet précédent qui n'était qu'un simple nombre. Sauf que là, notre objet, c'est une liste de nombres. Mais cela n'empêche pas NumPy de considérer que c'est le même objet, un ndArray. Alors justement, il ne faut pas confondre ici le ndArray avec une liste. Donc regardons le type de la liste que nous avons donnée plus haut à la méthode array, donc 1, 2, 3. Vous voyez que c'est un objet Python de type liste. Les objets Python de type liste n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes fonctionnalités que les objets ndArray, donc gardez bien en tête qu'il existe encore une distinction entre les listes et les objets ndArray provenant de NumPy que nous allons voir en détail dans cet épisode et dans les suivants. Poursuivons notre découverte de l'objet ndArray pour s'attarder cette fois-ci au ndArray à 2 dimensions que vous connaissez peut-être également sous le nom de matrice ou de tableau à 2 dimensions. On va créer notre première matrice ici dans une variable qui va s'appeler sobrement matrice. Je refais appel à la méthode array provenant du module NumPy renommé en np, et je vais cette fois-ci passer une première liste qui elle-même va contenir d'autres listes. Là, je vais avoir une liste contenant les chiffres 1, 2, 3, une liste contenant les chiffres 4, 5, 6, et ces deux listes sont au sein d'une même plus grande liste. Donc vous voyez ici, on a un premier crochet ouvrant qui indique que l'on commence une liste, et un deuxième crochet ouvrant qui indique qu'on commence une deuxième liste. Là, cette liste-là, c'est la première liste de notre plus grande liste. Cela correspond aux valeurs 1, 2, 3. Nous avons une deuxième liste ici contenant les valeurs 4, 5, 6. Et ces deux listes, là vous voyez, je sélectionne les deux listes internes, elles sont au sein d'une liste ici. Autrement dit, là on a ligne de notre matrice et chaque élément représente une colonne. 1 et 4, ça représentera les éléments à la première colonne, 2 et 5, les éléments à la deuxième colonne, et 3 et 6, les éléments à la troisième colonne. Un exemple vaut mieux qu'un long discours. Je vais afficher la variable matrice et vous voyez ici que nous avons notre première ligne qui correspond à notre première liste, notre deuxième ligne qui correspond à notre deuxième liste, et là nous avons nos colonnes 1, 4, 2, 5 et 3, 6. Regardons le type de notre variable matrice. J'exécute ma cellule et je peux voir encore une fois que c'est un objet ndArray, tout comme notre vecteur ici qui contenait une liste de nos chiffres, tout comme notre variable scalaire ici qui ne contenait qu'un seul nombre. Regardons ici le type d'une liste de listes, donc je vais ici copier cette liste et regarder son type. Et là, vous voyez que l'on a encore une fois une liste. En effet, c'est une liste qui contient d'autres listes. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre l'objet Python list avec l'objet NumPy ndArray qui possèdent des fonctionnalités bien différentes et qui sont utilisées dans des contextes différents. Nous venons de voir là, pour ces 3 premières parties de la première section, comment instancier un scalaire dans un objet ndArray, comment instancier un vecteur dans un objet ndArray, comment instancier une matrice dans un objet ndArray. Regardons ce qu'il se passe lorsque l'on utilise la fonction print de Python pour afficher notre ndArray. Je vais afficher la variable scalaire que nous avons instanciée précédemment, et vous voyez, ici, nous avons tout simplement le nombre qui était passé en paramètre de la méthode array. Regardez, il n'y a plus ici le mot array qui est écrit, il y a tout simplement le nombre qui était donné en paramètre, donc ne s'affiche ici que le nombre moins 50. Regardons l'affichage de notre vecteur par la fonction print. Là, vous pouvez voir que on a une écriture un petit peu comme une liste, sauf qu'il n'y a pas de virgule pour séparer les éléments, mais un espace, et nous avons bien les éléments de notre vecteur, le 1 à l'indice 0, le 2 à l'indice 1 et le 3 à l'indice 2. Affichons la matrice que nous avons instanciée précédemment, donc print matrice, et là, encore une fois, le mot-clé array a disparu, et il ne reste plus que les éléments de notre matrice. Vous pouvez retrouver ici les crochets externes qui représentent
on va dire, les crochets extérieurs contenant toutes les autres listes, et à l'intérieur, vous avez chaque ligne de notre matrice. La ligne contenant les valeurs 1, 2, 3 et la ligne contenant les valeurs 4, 5, 6. Vous pouvez remarquer que les colonnes ici sont alignées, donc le 1 et le 4 sont sur la même colonne, le 2 et le 5 également, le 3 et le 6 également. Sachant cela, il nous faut un moyen de connaître les dimensions d'un ND array, puisque celui-ci peut contenir soit un nombre, soit une liste de nombres, soit un tableau à 2 dimensions, une matrice. Pour ça, il y a un mot-clé qui est très utile qui s'appelle shape. Donc, regardons les dimensions de notre scalaire. Ici, je vais faire scalaire.shape et vous voyez que l'on obtient un tuple vide. Cela signifie que nous avons un objet de dimension 0. Regardons à présent les dimensions de notre vecteur. Je fais vecteur.shape et là vous pouvez voir que nous avons ici un nombre, une virgule, puis rien. Ça signifie quoi? Là, nous avons un tuple et l'élément à gauche de ce tuple correspond au nombre de lignes. Le nombre de lignes ici indiqué est de 3, donc si on remonte à notre vecteur, celui-ci contenait bien 3 éléments. Donc on est bon. Je peux vous donner un autre exemple avec un autre vecteur pour vous montrer ce qui est affiché. Donc ici, vecteur2 np.array. Et ici, je vais lui donner 10 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais appel à l'attribut shape de vecteur2. Et là, cela nous indique 10. Nous avons bien 10 éléments dans vecteur2. À présent, intéressons-nous aux dimensions d'une matrice. Donc rappelez-vous, la matrice que nous avons instanciée plus haut possédait 2 lignes et 3 éléments par ligne, donc 2 lignes et 3 colonnes. Regardons ce qu'il est affiché ici. Je fais matrice.shape. Et là, vous voyez que cela nous indique 2, 3. Alors, cela signifie qu'il y a 2 lignes, mais qu'il y a également 3 colonnes. On peut regarder avec une autre matrice. Donc ici, je vais en copier-coller une autre. Hop, comme ceci. Vous voyez que nous avons 1, 2, 3, 4 sous-listes, donc cela correspond à 4 lignes, et que nous avons 2 éléments par liste, donc nous aurons 2 colonnes. Je fais matrice.shape, je regarde, et là vous voyez que nous avons une matrice 4, 2, donc une matrice possédant 4 lignes et 2 colonnes. On peut afficher notre matrice pour s'en convaincre, print matrice, et là vous voyez, nous avons 4 lignes et 2 colonnes par ligne. On va utiliser une dernière matrice pour, comme ça, faire un petit peu le tour de l'attribut shape. Donc ici, si je fais matrice.shape, cela nous dit 2, 5. En effet, nous avons 2 sous-listes, donc nous avons bien 2 lignes. Et par sous-liste, nous avons 5 éléments, donc nous avons 5 colonnes. Regardez ici, si j'affiche ma matrice, nous avons 2 lignes et nous avons 5 colonnes. L'attribut shape étant un tuple possédant 2 valeurs, il est possible d'accéder à une seule de ces valeurs. Donc regardons. Ici, notre matrice contient 2 lignes et 5 colonnes, et lorsque je fais matrice.shape, vous voyez ici que à l'indice 0 du tuple, nous avons le 2, et à l'indice 1 du tuple, nous avons le 5. Donc ici, si je fais matrice.shape de 0, j'obtiens le nombre de lignes. Ici, c'est 2. Et si je fais matrice.shape de 1, là, j'obtiens le nombre de colonnes, donc l'élément qui est à l'indice 1, et c'est 5. Il y a 5 colonnes. Rappelez-vous en effet qu'en Python, les éléments itérables commencent à l'indice 0, donc le premier élément est à l'indice 0, le deuxième élément est à l'indice 1. À présent, intéressons-nous aux vecteurs qui n'ont qu'une seule valeur. Nous avons vu précédemment qu'un scalaire ne possède pas de dimension. Il est cependant possible de donner une dimension à un nombre entier. Et pour ce faire, il faut l'écrire entre crochets. Alors regardez. Je vais instancier un scalaire comme tout à l'heure, avec la méthode array issue du module NumPy renommé np, et je vais lui donner la valeur 0. Maintenant, je vais instancier un nombre avec une dimension.
dans la variable nombre underscore dimension underscore 1. Et cette fois-ci, je vais faire np array, mais entre crochets, je vais mettre le 0 et que le 0. Donc nous avons ici une liste en paramètres qui ne contient qu'un seul élément, le 0. Et ici, nous avons un 0. À présent, regardons l'attribut shape de nos deux variables. Ici, je fais print scalaire.shape et en dessous, je vais faire print de nombre dimension 1.shape. Ce que vous pouvez constater, c'est que ma variable scalaire ici n'a pas de dimension, le tuple provenant de l'attribut shape est vide. Cependant, l'attribut shape provenant de nombre underscore dimension underscore 1, lui, possède une dimension ici, il est de dimension 1. Nous avons un vecteur contenant une seule valeur, tandis que dans la variable scalaire, ce n'est pas du tout un vecteur, c'est tout simplement une valeur. Donc ça, c'est un exemple, un petit cas particulier sur lequel vous pouvez tomber. Donc essayez de le retenir, il est possible que parfois vous ayez affaire à un vecteur contenant une seule valeur plutôt qu'une valeur. Et cela n'en fait pas une valeur, cela en fait un vecteur contenant une valeur. Il faut bien garder la distinction entre les deux. Ici, je vais faire un petit exemple, mais si je fais scalaire de 0, eh bien là, j'obtiens une erreur. J'obtiens un indice erreur puisqu'il y a trop d'indices. En revanche, si je fais nombre dimension 1 de 0, là, j'obtiens 0. En effet, j'ai pu accéder au premier élément de notre vecteur, et le premier élément de notre vecteur, c'est le 0. Alors, si notre élément dans notre vecteur, c'était la valeur 35, eh bien là, j'obtiendrai 35. Donc, il faut faire très attention. Si vous ne connaissez pas l'indissage ici que j'ai utilisé, c'est pas grave, nous allons le voir après, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez voir qu'il y a une différence entre un nombre, un scalaire, et un vecteur contenant un seul nombre. Donc faites très attention. Maintenant, nous allons enfin étudier la différence qu'il y a entre un objet list et un objet ndArray. Tout d'abord, la méthode length qui est issue du langage Python permet de connaître la longueur d'une liste. En revanche, une liste ne possède pas d'attribut shape. Donc si nous avons une liste Python comme ceci contenant les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, on peut utiliser la méthode length et passer en paramètre notre liste pour en connaître sa longueur. Mais en ce qui concerne une liste de listes, ici, si je fais une première liste et que dans celle-ci, je mets deux autres listes, là, si je fais appel à length de liste, eh bien, cela nous indique 2, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans notre liste, et le nombre d'éléments qu'il y a, c'est 2 listes. On perd totalement la dimensionnalité, puisqu'ici, on ne sait pas combien il y a de colonnes, et ça, on ne peut pas le savoir avec un objet liste. Ils ne sont pas faits pour ça. Donc ça, c'est une première différence entre les objets ndArray et les listes. Les listes ne possèdent pas d'attribut shape, et donc on ne peut pas connaître toutes leurs dimensions. Enfin, la différence avec l'opérateur somme, donc en Python, c'est le plus. Regardons ici ce qui se passe lorsque j'additionne deux listes. Donc j'ai liste 1 qui est égale à 1, 2, 3, 4, liste 2 qui est égale à 4, 5, 6, et si je fais liste 1 plus liste 2, on obtient une concaténation de nos listes, c'est-à-dire que le résultat est une seule liste, nos deux listes qui ont été fusionnées. La deuxième liste a été mise à la suite de la première liste, et enfin cela ne nous donne qu'une seule liste. En revanche, en ce qui concerne l'opérateur somme pour les ndArray, si, admettons, j'ai un premier scalaire qui est égal à nparray.2 et un deuxième scalaire qui est égal à nparray 3, si je fais scalaire 1 plus scalaire 2, j'obtiens 5. On peut regarder la même chose sur l'addition de deux vecteurs. Donc ici, je vais copier un bout de code. Nous avons un premier vecteur instancié ici, nparray 1, 2, 3. Un deuxième vecteur qui est instancié avec les valeurs -1, -2, -3. Et je possède ici une variable qui s'appelle SumVector qui récupère le résultat de la somme des deux vecteurs. Et enfin, je fais un print où j'affiche mon premier vecteur plus le deuxième vecteur égal. Et là, ce que vous pouvez constater,
c'est qu'on a 1, 2, 3 plus moins 1, moins 2, moins 3, et cela nous donne le vecteur 0, 0, 0. Donc là, déjà, on a un comportement qui diffère de celui de la liste, là où la liste a concaténé ses éléments. Ici, les éléments ont été additionnés un à un. Le premier élément du premier vecteur a été additionné avec le premier élément du deuxième vecteur. Le deuxième élément du premier vecteur a été additionné avec le deuxième élément du deuxième vecteur. Et le troisième élément du premier vecteur a été additionné avec le troisième élément du deuxième vecteur. On peut regarder également ce qu'il se passe quand on fait la somme avec deux matrices. Donc ici, j'ai deux matrices identités. Donc ce sont des matrices de dimension 3, 3. Donc il y a 3 lignes et 3 colonnes. Et sur la diagonale haut gauche bas droite, nous avons la valeur 1. Donc là, nous avons deux fois la même matrice. J'aurais pu ici faire la somme de la matrice en utilisant matrice 1 plus matrice 1, mais je voulais garder, on va dire, le même modèle que les deux additions précédentes, et donc j'ai appelé une matrice matrice 1 et l'autre matrice 2. Ma variable somme matrice récupère la somme de matrice 1 et matrice 2, et enfin on affiche le résultat. Et là, ce que vous pouvez constater, donc on a nos deux matrices diagonales. Ici, nous avons matrice 1, matrice 2, et le résultat, c'est sur la diagonale, nous avons 2, 2, 2. En effet, chaque élément a été additionné l'un avec l'autre, mais élément par rapport à l'indice de nos matrices. Donc ici, en 0, 0, on a le 1 qui a été additionné avec le 1, ici, ça donne 2. Ici, on a le 0 qui a été additionné avec le 0, ça a donné 0. Ici, nous avons le 0 qui a été additionné avec le 0, ça donne 0. Ici, on a le 0 qui a été additionné avec le 0, ça donne 0. Le 1 qui a été additionné avec le 1, ça donne 2, etc., etc. Donc, nous avons des différences quand même fondamentales entre nos listes et nos objets NDArray. Nos objets NDArray sont faits pour le calcul mathématique, tandis que nos listes n'ont pas été prévues pour le calcul mathématique. On peut à présent s'intéresser aux fonctions mathématiques. Vous savez en Python qu'il existe déjà des fonctions mathématiques qui ont été codées, qui permettent de calculer par exemple une racine carrée, un logarithme, un exponentiel. Donc nous allons voir comment se comportent les listes et les NDArray quand ils sont soumis à un calcul mathématique provenant d'une fonction Python. On va importer la méthode logarithme du module math. Donc ici, j'utilise le mot-clé from math qui veut dire depuis le module math. Je veux importer la méthode log qui nous permet justement de calculer le logarithme népérien des valeurs. Si vous ne savez pas ce qu'est un logarithme népérien, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est le comportement d'une fonction mathématique sur une liste et sur un NDArray. Ici, on va regarder ce qui se passe avec une liste. Donc j'en instancie une contenant 4 éléments, 1, 2, 3, 4. Et je vais utiliser ma méthode log sur ma liste. Vous pouvez constater que nous avons une erreur de type erreur. Il me dit que nous devons avoir ici en paramètre de notre méthode un nombre réel et que lui il a reçu une liste et que ce n'est pas bon. Ok. Donc on ne peut pas appliquer de fonction mathématique là comme ça à notre liste. Regardons ce qu'il en est avec notre vecteur. Ici, je vais créer un vecteur donc qui sera un numpy NDArray. En faisant appel à np.array, je vais lui donner la même liste en paramètres 1, 2, 3, 4. Et je vais faire appel à la méthode np.log et lui donner notre vecteur en paramètres. Là, pour chaque élément, il a calculé le logarithme népérien. Donc ln de 1, ça fait 0. ln de 2, ça fait 0,69, etc., etc. Donc nous avions 4 valeurs et là nous avons 4 valeurs en sortie, chacune étant le logarithme de la valeur correspondante dans la liste de départ. Donc là, notre fonction mathématique sur notre objet NDArray, elle a fonctionné. Et elle n'avait pas fonctionné sur notre liste. On peut en tester une deuxième. Ici, je vais créer un nouveau vecteur et je vais, cette fois, lui passer... Non, vous savez quoi? Je vais créer une matrice. Et dans cette matrice, je vais passer plusieurs valeurs. Donc 1, 2, 3, ça sera notre première ligne. 4, 5, 6, ça sera notre deuxième ligne, et 7, 8, 9, ça sera notre troisième ligne. À présent, utilisons la méthode provenant de NumPy s'appelant sqrt, donc square root, qui permet de calculer la racine carrée des valeurs. Je donne en paramètre de cette méthode notre matrice, et là, il me dit syntaxe error, donc, et oui, j'ai oublié la virgule ici. Et donc là, vous voyez que nous avons la racine carrée qui a été calculée pour chaque élément. Donc racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 2, ça fait 1, 41, 42. Racine carrée de 3, ça fait 1, 73, 20. Ici, racine carrée de 4, ça fait 2. Donc
à chaque position dans notre matrice. Ici en 0, 0, on a pour la valeur le calcul de sa racine carrée. En 0, 1, nous avons le calcul pour sa racine carrée, etc., etc. Donc là, encore une fois, notre fonction mathématique a fonctionné. Regardons à présent ce que peut contenir une liste en termes de liste. Alors, ça vous paraît peut-être un peu obscur dit comme ça, donc je vais instancier une variable qui s'appelle liste de listes. Donc une liste qui va contenir plusieurs listes, et là, chacune des sous-listes sera de longueur différente. Donc là, je vais avoir une liste de longueur 2, une liste de longueur 3, et une liste de longueur 5. À présent, si j'affiche ma liste de listes, tout se passe bien, et on a bien ici une liste de longueur 2, une liste de longueur 3 et une liste de longueur 5 à l'intérieur de notre grande liste nommée liste de listes. Essayons de faire ça, mais avec un objet NDArray. Donc je vais appeler cette variable matrice erreur, donc vous imaginez bien ce qui va se passer. Je vais l'instancier comme tous les NDArray précédents, c'est-à-dire avec la méthode array provenant du module NumPy renommé NP. Et là, je vais lui donner donc une première liste de taille 2, une deuxième liste de taille 3 et une troisième liste de taille 5. Affichons matrice erreur. Et là, comme vous pouvez le constater, cela soulève une erreur. En effet, nous ne pouvons pas avoir des lignes avec un nombre de colonnes différent. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire avec un objet NDArray. Dans la prochaine vidéo, vous allez avoir des exercices que vous pouvez vous amuser à résoudre justement pour vous entraîner avec ce que l'on a déjà vu sur le module NumPy. Et dans le second épisode de ce tutoriel, nous allons voir comment manipuler un petit peu plus en détail nos NDArray. À très bientôt.